juste pour dire, pour que chacun sache qui est Guillaume, hein, le club CyberT est organisé en practice, IM, SOC, gouvernance, CASB, donc sécurité du cloud et l'InfoSec, donc sécurité dans l'infra, mais plutôt un peu plus couche haute. Et Guillaume a eu, à notre demande, a accepté de prendre le rôle d'ambassadeur. Donc l'ambassadeur, c'est un ambassadeur qui est en top de toutes ses filières, qui anime sa verticalité là, ce soir, c'est un sujet SOC. Et donc, ça sera l'ambassadeur SOC sur toute l'année 2024. Donc, toutes les personnes qui ont l'appétence au sujet peuvent échanger, pourront échanger demain ou après avec Guillaume. Et je précise aujourd'hui que courant 2024, une plateforme sortira, une plateforme 3.0 qui mettra en œuvre toute l'offre qu'on a proposée aujourd'hui dans le club, qui n'est pas suffisamment aboutie, on en a conscience, mais on va retrouver donc les forums, les ambassadeurs, la documentation et autres possiblement sur cette plateforme. Donc, je te laisse la parole, cher Guillaume, en tant qu'ambassadeur SOC, pour présenter le sujet. Et derrière viendra donc un sujet cybertech SOC, mais pour le cloud, qui est présenté par Adi, qui est un partenaire du club CyberT. Allez, c'est parti. Ben, j'en profite pour me présenter rapidement. Du coup, pour ma part, ça fait environ 10 ans que je travaille dans la cyber. Ça doit faire quelque chose comme 7 ans maintenant que je fais exclusivement du SOC. Au début, j'ai travaillé sur tout ce qui est environnement industriel, notamment système automatisé et SCADA. Je travaille pour une startup aussi qui s'appelle TIDS, qui est spécialisée dans la publicité. J'ai fait du pentest. Puis, je suis parti sur du SOC. Je connaissais pas du tout à l'époque, j'ai découvert via le pentest. J'ai fait des activités de run pendant quelques années, évidemment. Ensuite, je me suis spécialisé notamment dans le forensique. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en forensique. Je travaille sur de la réponse incident, la gestion de crise. Je suis certifié du GIAC, la GCFA. Avec mes compétences en Red Team, j'ai fait de la Purple Team aussi. Donc, j'ai aidé les entreprises à améliorer leur détection avec des attaques réelles, soit que je produisais moi-même, soit via des systèmes maintenant comme par exemple Ambiance Security Validation, si vous jamais vous connaissez, qui est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre d'attaques, qui est déjà mappé sur MitraTac, donc quelque chose qui est plutôt facile à mettre en production et qui donne des résultats sur lesquels on peut capitaliser rapidement. Et j'ai eu pendant quelques années une casquette un peu de pilotage, parce que je travaillais du coup pour un SOC mutualisé où on avait de multiples clients et j'étais référent technique pour 4 clients différents. Du coup, j'étais en responsabilité sur ce qui était délivré en termes de technicité, mais également le point de contact des clients pour toutes les questions techniques, avec la supervision du run et surtout de l'amélioration continue de la détection, avec des propositions de stratégie de détection et la mise en place de ces stratégies via des règles, des use cases. Tout ça, parfois, quand c'était possible, avec de la Purple Team, donc avec des règles écrites en laboratoire, suite à des tests qui ont été réalisés, plutôt que faire des règles sur catalogue ou étagère, comme ça peut se faire assez souvent. Voilà globalement pour mon profil. Avant de débuter, vu qu'on parle de SOC, ma première question, c'est est-ce que ici, on a des gens qui n'ont jamais fait de SOC et qui ne savent pas trop ce que c'est? Un tour de réponse. On semble à l'aise. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si vous souhaitez. Bon, vas-y, Guillaume. Franchement, n'hésitez pas à me couper, à poser des questions au fur et à mesure. Je préfère que ça reste dynamique plutôt que je fasse la présentation et qu'il y ait des questions après. Du coup, j'ai pas forcément eu ma réponse, mais je peux commencer déjà par expliquer rapidement ce que c'est un SOC, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et à quoi ressemble le métier globalement. Donc un SOC, c'est un Security Operations Center. L'intérêt, c'est de protéger une entreprise de manière active. C'est-à-dire qu'on va en fait récupérer les événements générés par des ordinateurs, des serveurs, des équipements réseau, des équipements de sécurité. On va récupérer tous ces événements, on va les agréger dans ce qui s'appelle un SIEM, qui est en fait une plateforme qui s'occupe de récupérer tous ces logs, de les archiver, de les indexer pour qu'on puisse faire des requêtes un peu plus rapidement dedans, et surtout de les parser. C'est ce parsing en fait qui va permettre de découper dans un log les événements qui vont nous intéresser et à partir de ça, on va pouvoir créer des règles de détection pour détecter des patterns spécifiques dans ces logs-là. Globalement, un SOC, c'est ça du coup. On a donc des équipements périmétriques, des machines,
mais également des équipements de sécurité. Et aujourd'hui, celui qui est au centre de tout, par exemple, c'est l'EDR. Donc l'EDR, c'est un agent qui est déployé directement sur les endpoints, donc soit les postes utilisateurs, soit dans certains cas sur les serveurs. Et lui, en fait, il va s'occuper d'analyser tout ce qui se passe sur la machine pour détecter de la malveillance et remonter des alertes. On peut grossièrement dire qu'un EDR, c'est un antivirus plus plus, dans le sens où il va avoir des détections antivirales, il a une base de détection comme un antivirus, il a aussi des techniques d'heuristique, mais il a également beaucoup de comportemental. C'est lui, par exemple, si jamais vous faites une injection de process sur une machine, c'est lui qui va voir qu'il y a eu un processus qui en a injecté un autre, et s'il trouve ça suspect, il va vous remonter une alerte. Voilà globalement à quoi ça correspond. Le métier au quotidien, du coup, c'est la revue des alertes de détection. Donc, on a des alertes qui arrivent tout au fil de la journée. Et le but, c'est toujours le même, c'est de vérifier si c'est des cas avérés. Donc, on va regarder l'alerte, on va prendre le contexte, on va aller récupérer les logs en question, on va faire une analyse et on va dire si c'est vraiment une détection pertinente et on a vu quelque chose qui est malveillant. Dans ces cas-là, on va partir sur des phases de remédiation pour venir corriger le problème. Et le cas échéant, ce qui arrive dans la majorité des cas, bien évidemment, ça va être du faux positif. Et du coup, on va se servir de ces détections de faux positifs pour venir améliorer les règles de détection en continu et augmenter tout le temps la pertinence de notre détection et de notre service. Voilà ce qu'est un SOC. Il y a bien évidemment des activités transverses. Tout à l'heure, je parlais de forensique. Donc, en cas, par exemple, de compromission d'une machine, on peut être amené à aller récupérer le disque dur de la machine, à faire une capture de la mémoire pour rechercher dans ces éléments-là des signes, des traces de malveillance, expliquer ce qui s'est passé. Et de l'autre manière, comme il y a une partie détection, construction de règles, et également tout ce qui est test d'intrusion pour reproduire des attaques réelles, regarder ce que ça produit sur les systèmes et se servir de ces artefacts-là pour créer des règles. Voilà. Voilà globalement pour le contexte de à quoi sert un SOC, comment ça fonctionne et ce que c'est. Je vais maintenant passer sur ma présentation. Donc, comme ça fait quelques années que je fais du SOC maintenant, il y a un enjeu principal qui est comment faire pour bien détecter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de SOC différents et le constat qui est fait dans la majorité des SOC, c'est que les détections, elles sont vraiment de très bas niveau. On a très peu de pertinence dans ce qu'on détecte, il y a énormément de faux positifs parce qu'en fait, un SOC en général va être construit soit uniquement sur une analyse de risque, soit un peu au doigt mouillé. C'est quelque chose qui se fait par rapport aux connaissances de chacun. Donc souvent, dans les SOC, on va retrouver un peu la même chose, notamment tout ce qui est surveillance des brute force. On va être en fait sur des signaux très forts au lieu d'être sur des signaux plutôt faibles qui sont plus pertinents. Du coup, moi, la question que je me suis posée au fil des années, c'est OK, effectivement, ce qu'on détecte en général, c'est pas terrible, mais comment on pourrait faire pour mettre en place une vraie stratégie de détection et faire quelque chose qui a du sens? C'est vrai que j'ai commencé direct avec ma présentation, mais je vais vous faire une petite revue des sujets. Donc, je vais commencer d'abord par parler du coup de ma stratégie de détection SOC qui est basée sur MitraTac. Ensuite, il y a Adi qui va nous parler de la sécurité au niveau du cloud. Comment justement bien sécuriser un cloud, ce qui est aujourd'hui un sujet assez complexe. Il nous parlera également de son outil qu'il a développé via sa société Security Geek. Et enfin, il y aura un débat sur quels sont les enjeux pour le SOC de demain, puisque c'est quelque chose qui est en évolution perpétuelle. Les gens qui sont ici et qui ont déjà fait du SOC, ils vont se retrouver dans cette slide, c'est sûr et certain. Ça, c'est les problématiques qu'il y a absolument partout où je suis passé. On a énormément de règles qui sonnent, des règles de faible pertinence, notamment tout ce qui est scan horizontal, vertical depuis Internet. Donc évidemment, on sait que sur Internet, il y a des machines qui scannent en permanence tous les réseaux. Et ça, c'est souvent une règle qu'on retrouve dans tous les SOC et qui sonne très régulièrement et qui a très peu de pertinence à être traitée. Il y a la problématique d'amélioration. Forcément, les clients, ils veulent que leur détection s'améliore, donc ils demandent souvent des nouvelles règles, des nouveaux use cases. Il y a toujours cette question, on fait quoi? Comment on fait? En général, les sociétés, c'est souvent des ESN qui ont les prestations de SOC, ils ont des catalogues de règles, ou c'est des règles sur étagère, et ils vont essayer de chercher dedans, voir s'il y a quelque chose qui correspond, ce qui est rarement le cas, et dans tous les cas, les règles qui vont sortir, elles sont tellement génériques qu'une fois mises en production chez le client, ça ne va pas apporter une satisfaction parce que ça va trop sonner, ça sera pas assez pointu. Le client lui-même souvent va demander des règles de détection, sauf que les clients, ils savent pas toujours ce qu'ils veulent. Donc des fois, on peut tomber avec des règles qui sont complètement aberrantes, ça arrive. Évidemment, je fais une grosse caricature avec ma phrase qui dit: «Le client veut qu'on mette en place une nouvelle règle pour détecter quand Paul part en pause café». Mais il y a des fois, on est vraiment pas loin de ça. Ils vont plus chercher des règles d'hygiène que des règles vraiment pertinentes avec de la malveillance avérée, de la cybermalveillance.
Et enfin, il y a la grosse problématique des SOC, c'est que, évidemment, qui dit que le SOC est responsable de la détection, dit que dès qu'il y a un pentest ou n'importe quel audit, on est censé voir tout ce qui se passe. Et c'est rarement le cas, évidemment, et dans ces cas-là, ça fait souvent des drames, puisque le client se demande pourquoi on n'a pas détecté telle attaque, alors qu'on a promis qu'on était capable de le faire parce qu'on a telle règle qui vient du catalogue de règles et qui n'est pas très pertinente. Vous voyez, on tourne un peu en rond au niveau de ce qui est mis en place. Du coup, pourquoi mettre en place une stratégie de détection? Premièrement, on en a parlé, il y a un manque de pertinence sur les règles, il y a trop de règles d'hygiène et qui ont une faible valeur cyber. Il n'y a pas de cadrage. Donc, s'il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de priorisation claire pour faire du build et de l'ACD. L'ACD, c'est l'amélioration continue de la détection. Et du coup, on a des règles qui sont faites au doigt mouillé. C'est-à-dire que il va y avoir la menace du moment, et par rapport à la menace du moment, on va essayer de bricoler un truc pour faire une règle, ou alors on va avoir eu un incident qu'on aurait pu détecter, on l'a vu via autre chose, et on va se dire tiens, ça serait bien de faire une règle là-dessus. Et en fait, c'est pas très pertinent, il y avait mieux à faire. Donc, on va se retrouver du coup avec un manque de cadrage et les choses sont faites un peu de manière hasardeuse. On a une capacité à mesurer. On ne sait pas mesurer précisément la capacité de détection actuelle du SOC, puisque s'il n'y a pas de référentiel déjà pour dire où on en est actuellement, on ne peut pas dire ce qu'on est capable de détecter ou pas. Et du coup, on revient au problème d'avant. Si on n'est pas capable de faire un inventaire, on n'est pas capable de cadrer pour s'améliorer. Et enfin, il y a un bore-out. Dans le métier de SOC, il y a énormément de turnover. Quand vous faites du run toute la journée et que vous traitez les mêmes alertes qui sonnent en permanence et qui ne sont pas pertinentes, au bout de 6 mois, vous commencez à vous poser des questions de qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi sert, quel est le sens de ma vie quand je traite tous les jours ma même alerte de scan horizontal. Et du coup, forcément, il y a un turnover parce que les activités de run et de build, elles ne sont pas intéressantes puisqu'on ne traite pas des choses qui sont pertinentes. L'objectif de mettre en place une stratégie, donc, c'est tout d'abord de conseiller. Euh, Quand on est en service, ce qui est souvent le cas dans les prestations SOC, la mission principale, c'est de conseiller, de proposer et créer des use cases qui ont une forte valeur cyber. Et surtout, dans le cadre d'un client qui va avoir, d'une prestation où il y a plusieurs SOC, évidemment, on veut un retour sur investissement. Donc, quitte à créer des règles, on voudrait que ces règles elles puissent être réutilisées sur la majorité des clients. On souhaite cadrer, donc on l'a dit, cadrer, mesurer, suivre l'amélioration de la capacité de détection du SOC. On souhaite détecter, puisque c'est ça le fond du métier. Plus on augmente la probabilité de détecter une malveillance avérée, plus on a de chances de déboucher sur une réponse à incident. Et clairement, dans le SOC, c'est ce qui est le plus intéressant. Traiter des alertes toute la journée, c'est sympa. Voilà, fermer des tickets, dire c'est du faux positif, tout ça, c'est amusant. Mais le jour où il y a une malveillance avérée et qu'on est sur une crise, une réponse à incident, qu'on va aller récupérer les machines, chercher l'aiguille dans la botte de foin, c'est là où le métier il est vraiment sympa. Donc plus on a une bonne détection, plus on a de chances d'arriver dans cette situation-là. Et enfin, de réduire l'utilisation de règles d'hygiène comme premier vecteur de détection, puisque comme on l'a vu, ça crée des règles qui sont assez aberrantes et qui n'ont pas d'intérêt particulier. Et du coup, grâce à tout ça, on peut aussi apprendre, donc améliorer les compétences des analystes en les formant à traiter des alertes qui ont du sens, mais également si vous leur proposez de créer des règles à forte valeur ajoutée, ils vont forcément avoir un travail de recherche et d'apprentissage. Donc en fait, avec cette démarche, non seulement on améliore globalement la qualité du service, mais on améliore également les compétences des gens qui y travaillent, en les faisant traiter des choses qui ont du sens. La méthodologie, vous allez voir, elle est très simple. Et parfois, ce qui est simple, c'est mieux. Mon constat, c'est ça. Si on veut se donner le plus de chances de détecter une attaque avérée, pourquoi on ne prioriserait pas la création de use cases ou de règles qui couvrent les attaques les plus réalisées? C'est tout bête, mais évidemment, si on sait un peu ce que les attaquants pratiquent le plus souvent et qu'on essaye de mettre un effort pour détecter ces choses-là, on a beaucoup plus de chances de détecter une malveillance. Et du coup, ça serait bien aussi si on pouvait le mapper sur MitraTac. Donc, je fais une petite aparté sur MitraTac. C'est un framework qui est inventé par le NIST. Donc, c'est un grand organisme américain. C'est un but non lucratif. L'intérêt de ça, en fait, c'est d'apporter une vision qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'on est capable d'attribuer un numéro à un type d'attaque. Et grâce à ce numéro, on a un vocabulaire commun où on peut échanger avec toutes les personnes de la cyber et être capable de dire, OK, ben, sur cette technique mitre-là, par exemple injection de process, eh ben, je suis capable de le détecter de mon côté parce que j'ai telle et telle règle de détection, ce qui n'était pas possible avant. Du coup, pour ma méthodologie, il se trouve que comment on sait quelles sont les attaques les plus réalisées? Alors, il y a certaines entreprises qui ont de la threat intelligence, des flux privés par exemple, qui vont avoir des informations sur les attaques par exemple qui sont les plus réalisées par les groupes APT. On peut avoir accès à ce genre de données. Et il se trouve qu'il y a énormément de données publiques et gratuites qui sont disponibles. On a des grandes entreprises de la cybersécurité qui chaque année vont communiquer des top 10, top 15, top 20 des techniques mitres
qui sont enfin, des attaques qui ont été le plus réalisées et le tout qui est mappé sur MitraTac. Donc, par exemple, là, pour l'année 2023, on a Logpoint, Red Canary, Picus et Mitra Ingenuity qui ont publié leur classement. Pour les années précédentes, on avait Logpoint et Red Canary qui l'avaient déjà fait, mais on avait également Recorded Future, Blumira, SafeBridge, et les années d'avant, on avait Vfid, Varonis, Infosite. Donc, on a vraiment chaque année des boîtes qui vont gratuitement, ils vont regarder eux sur les périmètres qu'ils ont de supervision, quelles attaques ont été réalisées. Ils vont faire un top des attaques les plus réalisées, ils vont les mapper sur MitraTac. Comme ça, on a ce framework dont je vous parlais qui parle à tout le monde. Et ils vont nous distribuer ça gratuitement. Ils ne donnent pas que les techniques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une analyse des techniques pour expliquer comment ça fonctionne. Ils donnent des exemples de règles de détection. Donc, ce n'est pas juste un classement, il y a vraiment quelque chose qui est pour apprendre et pour mettre en pratique. Je vous donne un exemple. Là, à gauche, on a le top des techniques mitres d'après Red Canary et à droite, celle de Logpoint. Je ne vais pas toutes les faire, je prends que les 3 premières. Cette espèce de nomenclature, vous voyez, avec un T, un numéro, un point et après 3 chiffres derrière, ça c'est MitraTac. C'est les fameux numéros dont je vous ai parlé, où chaque technique a un numéro approprié. Par exemple, pour tout ce qui est exécution de commande, Windows, ça va être la T1059, et dedans, on va retrouver par exemple la 003 qui est les Windows Command Shell, donc c'est tout ce qui est commande batch, et il y a également par exemple PowerShell. Donc là, on voit que d'après les deux classements, l'attaque qui est la plus réalisée, c'est via des commandes Windows. En deuxième, c'est PowerShell. Et de l'autre côté, c'est l'OS Credential Dumping. Donc, c'est le fait, par exemple, d'aller s'injecter dans le process lsas.exe pour lire son espace mémoire et récupérer les crédentiels qui sont stockés sur la machine des personnes qui s'y sont connectées. En troisième, c'est l'utilisation de WMI, qui est une brique logicielle de Microsoft qui permet de faire des requêtes sur le système et qui a des capacités incroyables de téléchargement, exécution, persistance, latéralisation, bref, tout ce dont a besoin un attaquant et qui est déjà dispo sur la machine. Et de l'autre côté, on a la T1090 proxy, donc c'est le fait d'utiliser une application comme proxy. Voilà globalement à quoi ressemblent les classements. À côté de ça, donc là, on est sur du global public. Ça serait aussi sympa si, pour mon client, si je peux un peu le spécifier. Par exemple, si j'ai un client qui est du secteur des jeux d'argent, comme c'est mon cas avec la Française des Jeux, je peux peut-être lui faire aussi une analyse sectorielle pour savoir un peu quelles sont les attaques qui sont réalisées par les groupes qui ciblent les secteurs des jeux d'argent. Je peux aussi récupérer ça, le mapper sur MitraTac. Et de l'autre côté, peut-être qu'aussi mon client, il a fait une analyse de risque que je peux récupérer, analyser, mapper sur MitraTac pour avoir un ensemble de techniques spécifiques à son environnement. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je veux créer un classement personnalisé? Je prends mes données publiques et je les pondère avec mes données privées. Donc celles de la threat intelligence, les données sectorielles de mon client et les données privées, donc son analyse de risque. Et tout ça, ça me donne un classement qui est personnalisé pour mon client et qui prend en compte les secteurs et les spécificités de son environnement. En résumé, la méthodologie, en numéro 1, on sélectionne des sources, qu'elles soient publiques ou privées suivant ce à quoi on a accès. On pondère ces sources, ça nous donne un classement personnalisé qui va contenir un certain nombre de techniques, le tout basé sur MitraTac et classé par priorité. Et enfin, grâce à ça, on sélectionne les use cases pertinents pour le système d'information du client, on lui les présente, on en fait les propositions. Il n'y a pas les étapes suivantes, mais du coup, après, on fait le process de build pour créer les règles de déploiement, de tuning, etc., etc. Je vais vous faire un exemple concret. Donc, on va prendre le client X du secteur du transport. Donc, dans son cas, je vais prendre les données publiques de 2023. Donc, je vous les avais présentées tout à l'heure. Il y a Logpoint, Red Canary, Picus, Mitra Ingenuity. Avec ma CTI, je vais avoir un classement qui va me donner les TTP. Donc, c'est les techniques tactiques et procédures qui sont les plus pratiquées par les acteurs ciblant le secteur du transport. En gros, les TTP, c'est toutes les attaques que va faire un attaquant, y compris les outils qu'il utilise, ses méthodologies, c'est vraiment tout ça. C'est le profil d'attaque d'un groupe APT, par exemple. Et on se sert de ces données-là, du coup, pour savoir qu'est-ce qu'il faut défendre en premier. Donc, le rang global d'une technique, il va dépendre du nombre de fois qu'elle est citée dans les différents classements et de son rang dans chaque classement. Autrement dit, par exemple, si on prend la T1059 de tout à l'heure, qui était l'utilisation de commande Windows, si j'ai 5 classements et que dans mes 5 classements, elle est première ou deuxième, forcément, elle va être première dans mon classement général, puisqu'elle est citée dans plusieurs classements et son classement est élevé à chaque fois. Maintenant, vous allez me dire, si je dois faire ce calcul pour toutes les sources, ça va être un sacré micmac. Il se trouve que j'ai créé un outil qui s'appelle MTC, donc c'est MitraTop Calculator, qui s'occupe de ça. C'est un outil qui est développé en Python. En input, il va prendre les classements de vos différentes sources au format CSV.
Il y a un mode automatique. Où en fait, il y a un fichier, un répertoire dans lequel vous mettez tous vos classements. Lui, il va les scanner, il va les parser, il va les prendre en compte. Et sinon, vous pouvez utiliser un fichier de config que je vais vous présenter après, qui vous permet d'être un petit peu plus fin sur ce que vous aimeriez générer. Il y a un système de poids. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'il y a un classement qui est un peu moins pertinent que les autres, vous pouvez lui diminuer son poids pour qu'il ait un impact moins important dans le ranking global. Et également, vous pouvez avoir des situations où vous allez avoir des TTP, donc des techniques mitres, qui sont sans classement. Je donne un exemple. Si vous avez un client qui a une analyse de risque, vous allez essayer de la mapper sur MitraTac, mais souvent dans les analyses de risque, c'est tellement fouillis que vous allez juste avoir une priorité par rapport au risque. Donc, ça va être le calcul de risque qu'ils vont faire dessus, mais ils ne vont pas clairement vous dire, OK, ça c'est le risque numéro 1, ça le numéro 2, ça le numéro 3. Vous allez avoir par exemple 10 risques qui vont être en risque maximum, 15 qui vont être en médium, etc. Donc, vous n'avez pas forcément cette notion-là et l'outil est capable de le prendre en compte. Et enfin, en termes d'output, vous allez avoir ça au format Excel, directement exploitable, ou un CSV brut. Ça, c'est un exemple de fichier CSV qui est pris en input. Donc, c'est le classement de Red Canary. Je l'ai fait à la main. Hein. C'est très simple. Il y a 2 colonnes. Une colonne rank, une colonne technique. Vous n'avez même pas besoin de mettre l'entête. Si vous ne mettez pas rank technique, c'est pas grave. L'outil le comprend. Ensuite, vous allez mettre toutes vos techniques du classement avec son rang à chaque fois. J'ai fait un système de commentaires. Moi, j'utilise ça pour faire ma traçabilité. J'ai la source que j'utilise, le lien vers le rapport, la date de publication et la date à laquelle je l'ai extrait. Ça me permet de garder un peu une trace de ce que j'ai fait. Au niveau du fichier de config, c'est un JSON. Donc, vous pouvez lui spécifier les sources que vous voulez utiliser pour générer votre classement global. Donc là, on voit que j'ai pris celle de l'exemple de tout à l'heure, donc la CTI secteur transport et les différentes sources publiques. Vous avez vos options d'output. Vous pouvez expliquer, comme je vous disais, au format CSV, au format Excel. Vous pouvez même mettre le titre qui sera à l'intérieur du Excel pour mettre le nom de votre client, par exemple. Comme je l'expliquais, il y a un système de poids. Donc là, par exemple, pour la source file secteur transport, en dessous, vous pouvez mettre une virgule puis une ligne avec source weight qui va de 1 à 4, en sachant que si vous n'en mettez pas, évidemment, le classement il est pris avec son poids maximal. Si vous mettez à 4, il est réduit de 20%, et si vous mettez à 1, de 80%. C'est la pondération dont je vous expliquais si jamais vous souhaitez qu'un classement compte moins. Une fois lancé, ça donne ça. Donc là, on voit l'exemple de la pondération des différentes sources. Il y a le tableau qui est visible directement dans la console avec les différentes techniques. Et évidemment, tout ça est sauvegardé dans les fichiers CSV et Excel. Le Excel ressemble à ça. Donc, vous avez l'ensemble des techniques qui sont rankées. Vous avez le nom de chaque technique. Vous avez les sous-techniques quand on les connaît, les tactiques, et enfin, surtout, les data sources. Donc, vous savez, par exemple, que si sur votre client, vous voulez couvrir la T1059, il faut que vous ayez des logs qui vont contenir des exécutions de commandes, du chargement de modules en mémoire, la création de processus, des métadatas de process, l'exécution de scripts, etc. C'est les choses qu'il vous faut. Si on prend le top 10, par exemple, pour le client X, ça nous donne en premier tout ce qui est utilisation de commandes, donc principalement Windows et PowerShell, comme on le disait tout à l'heure, l'OS Credential Dumping, donc l'extraction des crédentiels qui sont stockés en mémoire sur l'OS, l'injection de process, la création de tâches planifiées, donc ça c'est pour la persistance, la mass threading, donc le fait d'utiliser un processus pour en lancer un autre en essayant de masquer le deuxième processus, l'utilisation de WMI, le fait de Hyper Defense, c'est le fait de réduire les défenses, donc essayer de désactiver des outils de sécurité sur la machine, le fait d'obfusquer des fichiers ou des informations, le fait de découvrir des informations sur le système, et enfin le ingress ou le transfert, donc c'est quand il y a une machine qui a déjà été poutrée, c'est le fait de propager ces outils, enfin, de les latéraliser sur une autre machine pour continuer à se propager. Maintenant qu'on a ce classement, c'est super, mais comment on se dépatouille avec? Et bien du coup, on regarde, comme je disais, les data sources pour regarder ce qui est applicable chez son client en fonction des logs qu'on collecte. Si les data sources ne sont pas disponibles, c'est pas du tout un problème. Ça permet d'avoir une discussion avec lui sur le fait que ça serait intéressant d'ajouter ces logs à la supervision, à la détection, parce qu'ils ont une vraie pertinence à l'être. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Guillaume. Est-ce que certains ont des questions? Guillaume, juste pour te dire, est-ce que vous avez tous vu les derniers docs ou Excel que Guillaume a passé parce qu'on avait un peu de mal ici? Oui, c'était tout bon, nous. Ok. Ah, vous avez eu un freeze de votre côté? Non, non, il n'y a pas eu de freeze, mais comme on est un peu éloigné ici dans la salle, les lignes n'étaient pas lisibles pour nous. Donc, en termes de contenu, je voulais t'interrompre 2 secondes pour te dire de zoomer un tout petit peu dessus. Est-ce que chacun, vous avez tous vu correctement?
moi, sur le téléphone, c'est bien passé, oui. Et merci Hervé. C'est pareil. C'était visible. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions à poser un peu à Guillaume sur les sujets SOC ou sur l'outil en lui-même? Oui. Oui, Guillaume, c'est par rapport à la pondération des attaques. L'intérêt, c'est quoi? C'est de mettre une priorité pour la réponse à incident ou c'est pour les intégrer au système de détection et pour, finalement, si on a une attaque qui n'a pas forcément une note importante, mais qui peut aussi être un risque, est-ce qu'on... Enfin, le but, c'est d'intégrer les attaques de répertorier les attaques les plus à risque. Ouais. Et pour les autres, on a aussi un risque d'avoir une attaque par une topologie qui n'a pas une grande pondération. Clairement. Et oui, est-ce qu'il y a une limite pour intégrer tout, tout ce qui a été répertorié ou quel est l'intérêt de la pondération au final? En fait, il y a pas de limite dans le sens où c'est un guide sur ce qui semble être le plus pertinent à détecter en priorité pour être sûr de détecter des attaques. Tu n'es pas obligé de le suivre à 100% si tu as envie de détecter des choses qui ne sont pas comprises dedans. Tu peux le faire, mais au final, la façon dont tu es fait Mitre, c'est que c'est très global. Par exemple, si tu veux surveiller la T1059, il ne suffira pas d'une règle pour le faire. Tu vas avoir besoin de beaucoup de règles différentes parce qu'il y a plein d'attaques différentes qui permettent d'exploiter les commandes Windows, que ce soit PowerShell ou Batch. Et du coup, c'est pas juste une technique égale une règle de détection. C'est vraiment un use case. Et pour être exhaustif dedans, ça demande beaucoup d'efforts. Après, si tu as envie de détecter autre chose qui n'est pas présent dans le classement, parce que tu peux très bien vouloir détecter des choses, par exemple, que tu ne peux pas mapper sur MitraTac. MitraTac, tu ne peux pas mapper l'intégralité des attaques qui sont réalisées. Il y en a qui ne sont pas encore pris en compte dedans, puisqu'il n'y a pas de technique qui existe. C'est mis à jour continuellement, donc ça arrivera peut-être à terme. Mais voilà, c'est un guide, c'est un truc qui te permet de te dire, OK, si je veux être le plus pertinent possible, il vaut mieux que je commence par là, mais tu n'es pas obligé de tout faire. Tu peux rajouter d'autres choses dedans. En gros, si tu te bases au niveau de la kill chain, c'est-à-dire toutes les phases d'une attaque, entre la phase de découverte au tout début où ton attaquant il va essayer de comprendre un peu comment te cibler, jusqu'à la phase finale où par exemple il va te poser un ransomware chez toi, où il va te voler des données, où il va te faire une extorsion, un truc comme ça, il y a tout un tas d'étapes. Il doit faire sa découverte, il doit faire son accès initial, ensuite il doit se latéraliser dans l'entreprise, il doit à nouveau faire une découverte dans l'entreprise pour voir un peu quelles sont les ressources d'intérêt, ensuite il doit poutrer de plus en plus de machines pour arriver jusque là où il veut, et enfin faire la raison du pourquoi il a fait son piratage. Et là, en fait, les techniques qui sont mises en avant du coup dans ce classement-là, elles se situent un peu partout sur la kill chain. Une problématique qu'il y a souvent dans les SOC en termes de détection, c'est qu'il y a un accent particulier qui va être mis que sur une portion de la kill chain. Il y a deux caricatures. Tu as la première où ton client il va vouloir absolument surveiller l'Active Directory et les serveurs. Le problème de cette stratégie, c'est que du coup, tu te retrouves tout en bout de kill chain. Donc, quand tu vas détecter ce qui se passe, ton attaquant, il est déjà chez toi depuis un moment. Et là, il a latéralisé jusqu'à tes assets les plus critiques et il est en train de faire son truc en fin de vie. Donc, en gros, c'est trop tard. Tu es en mode constat, tu dis, OK, ben voilà, on s'est fait poutrer. L'attaquant est sur l'Active Directory. Il nous a dumpé toute la base des utilisateurs. Ben, voilà. T'as pas grand-chose de plus à faire. Et là, en gros, tu peux te placer un peu partout sur la kill chain avec ces différentes techniques et avoir une chance dans le processus d'attaque, dans les méthodes qui vont être employées pour arriver jusqu'à la finalité de l'attaque, de choper ton attaquant. Mais comme je le disais, c'est un guide. Si tu veux faire autre chose en plus à côté ou remplacer une technique par une autre, il n'y a aucun problème, c'est libre. Merci. De rien. D'autres personnes ont des questions? Famille? Non. Si moi j'ai juste une question. Il Il y avait Tu peux tout le monde. Merci. tu disais que par rapport à un scénario d'attaque, il y avait plusieurs. Il y avait nécessité d'avoir plusieurs systèmes de détection. C'est quoi la moyenne en gros si on prend les 10 scénarios d'attaque, il faut programmer combien de règles pour les couvrir?
C'est une super question. Je peux pas te dire parce que j'ai pas eu la chance d'avoir un SOC de zéro et de mettre en place moi-même l'intégralité de la détection basée sur cette stratégie. Si ça avait été le cas, j'aurais pu te dire avec 20 règles, on arrivait à couvrir l'intégralité. J'ai pas du tout cette réponse, mais de mon point de vue, si tu fais un top 10 mitre, par exemple, il te faut environ 3 règles en moyenne par technique pour être un peu exhaustif et te donner une chance de détecter la majorité des attaques. Donc, fois 10 techniques, tu vas être environ sur 30 règles. On poursuit, vous avez encore des questions? Ceux qui sont à distance, peut-être. Moi, j'avais une question. Déjà, merci Guillaume pour la présentation. Est-ce que tu connais la distribution Security Onion pour la partie SOC? Voilà, si tu la connais, est-ce que tu as des retours d'expérience si c'est, comment dire, un outil, parce que c'est un petit peu un outil clé en main pour faire du SOC. Alors, ça fait de l'ADR, ça fait euh, de la supervision réseau, IDS, etc. Et voilà, donc je voulais voir si toi, tu avais un retour d'expérience par rapport à ça. Je l'ai pas opéré. Ok, Du coup, non, pas de retour d'expérience malheureusement. J'ai entendu du bien, mais comme je te dis, j'ai jamais mis les doigts dedans, donc je sais pas trop ce que ça vaut. ok. Et par rapport à la partie EDR, en fait, ça se base sur l'Elastic Agent. Et est-ce que pour toi, c'est un agent assez compétent par rapport aux autres solutions du marché ou Ah, ça, c'est une super question. Tout à l'heure, je vous parlais de Mitre, et il se trouve que Mitre, ils ont fait un assessment sur la bonne partie des EDR, les gros EDR du marché, pour un peu qualifier leur capacité de détection. Du coup, les résultats sont tombés. Et il y a des EDR qui s'en sortent mieux que d'autres, mais globalement, c'est pas foufou. Et surtout, les éditeurs ont beaucoup triché pour essayer d'avoir le meilleur score possible. Donc, je pense pas que, pour moi, la problématique, c'est pas lié à une technologie en particulier. C'est pas parce que tu vas avoir du élastique ou un truc comme ça en arrière-plan que c'est pas forcément bon. Après, il reste la problématique de est-ce que c'est scalable par rapport à ton environnement. Voilà, si tu as des technos qui sont un peu bancal et autres, si tu dois déployer beaucoup d'agents pour ton EDR, est-ce que ça va suivre derrière? Et c'est pas vraiment ligne techno en elle-même, c'est vraiment la connaissance de l'éditeur sur les attaques et comment les détecter qui va faire une vraie différence. Ouais. Après, j'avais vu un rapport, je pense que c'était Forrester ou je me rappelle plus du nom, et voilà, donc l'Elastic Agent, il était assez bien classé, je dirais peut-être dans le top 30%. Donc Ouais. voilà, c'est juste par rapport à ça. En gros, voilà, je demande juste des questions parce que moi, je suis pentester de base et voilà, donc j'essaie de basculer un petit peu sur la partie SOC. Et voilà, donc comme il y a tellement de trucs à voir, je me suis dit, j'installe peut-être Security Onion et je commence à jouer avec. Et voilà, je voulais juste avoir un retour d'expérience d'une personne qui a, voilà, donc, qui a des années derrière elle sur la partie stock pour voir ça. Mais ok, ça marche. Merci beaucoup. Eh ben, pour répondre à ta question, aujourd'hui, les deux EDR qui ont les meilleurs résultats de détection du marché, le numéro un, c'est Cortex de Palo Alto, et le numéro 2, c'est CrowdStrike. C'est ceux qui ont les meilleurs scores de manière globale, que ce soit avec l'assessment de Mitre-Attack au niveau du Gartner. Et personnellement, c'est ceux sur lesquels j'ai les meilleurs retours. En troisième, c'est Microsoft Defender for Endpoint que j'ai chez un de mes clients et qui est plutôt pas mal. Ouais, il a des problèmes, mais bon, c'est comme tous les EDR, j'ai l'impression. Ouais. Et toi, du coup, qui a une casquette pen tester, pour moi, quelque chose qui est très peu testé dans les EDR et pourtant qui est primordial, c'est est-ce que tu arrives à le bypass facilement? Est-ce que tu arrives facilement à faire en sorte que tu ne sois pas détecté par l'EDR, même en faisant des choses qui seraient censées détecter? Que ce soit via un rootkit, via un bug dans l'EDR qui te permet soit de le bloquer, soit je sais pas, de te hooker dessus pour changer ses fonctions pour qu'il puisse pas voir ce que tu fais en termes de comportement, etc. C'est, c'est un truc qui est pas trop fait aujourd'hui, qui pourtant est essentiel. Parce qu'en vrai, la majorité des attaques qu'on voit dans un SOC, c'est pas des attaques très élaborées, c'est des trucs assez Mhm. basiques. De temps en temps, il y a des trucs un peu plus élevés. Et le jour où tu as une vraie attaque propre faite par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il va forcément essayer de te bypass le DR, ou s'il n'essaie pas de le bypass, d'utiliser des outils qui ne sont pas détectés, et du coup avec du comportement. Et c'est là où tu vois vraiment la plus-value de ton EDR, pas sur des benchmarks un peu théoriques comme ça peut être fait avec ce qu'on Oui, a je vu au parlais niveau du plutôt Gartner. par rapport
Ouais, je Voilà. parlais aussi par rapport à ça. Je suis d'accord que je pense que la plupart des EDR, ils vont détecter les attaques avec les signatures un petit peu génériques, mais c'est plutôt au niveau voilà, donc, du bypass, sur les différents hooks, etc. etc. C'est sur cette partie que je voulais Ouais, avoir ton retour. Du coup, ok. ok. Strike, Ben, ok. CrowdStrike et Cortex de Palo Alto. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. On a fait le tour, sauf si vous avez des dernières questions. On va laisser la parole à Adi. Guillaume, un grand merci pour la qualité de ta presse ce soir. De rien, avec plaisir. Si vous avez des questions, bien entendu, on vous mettra en contact avec Guillaume que vous pourrez interroger à souhait. La Évidemment. question n'a pas été posée sur l'outil. Où est-ce que je peux le récupérer? Nulle part. Je l'ai pas mis sur GitHub encore. Ça va arriver. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, je vous enverrai mon GitHub. Et pour l'instant, l'outil n'est pas encore dispo. Je voudrais fixer le code à 100% pour un truc vraiment super, super clean, super pro. Et bon, évidemment, c'est un truc que je fais en plus du travail, donc j'ai pas pu mettre les efforts que j'aurais aimé. Mais ça arrivera. Bon, bah, si tu le souhaites, Guillaume, dans cette logique-là, quand tu auras terminé tout ce qu'il y a sur les aspects techniques et le maître, on pourra communiquer pour toi et transmettre aux adhérents. Ok. Merci encore. Merci. Bonsoir à tous. Donc, rapidement, une petite présentation de moi. Je vais essayer de garder ça petite. J'ai l'habitude de trop parler de moi. Mais rapidement, je viens de Inde. Donc, déjà, la première chose que je suis toujours en train d'apprendre, c'est français. Mon premier bonjour en France, c'était janvier 2017. Avant ça, je ne savais même pas, il y a un mot qui s'appelle bonjour. Donc, voilà, c'est assez nouveau. Ça fait environ 15 ans, 16 ans que je suis dans le domaine de cybersécurité. France, j'avais jamais pensé que je vais venir en France. Et juste une anecdote pour vous raconter tous, même Adrien, j'ai jamais parlé avec Adrien de ça. Première fois, j'étais dans un avion, c'était pour venir en France. C'était la première fois dans ma vie. Aujourd'hui, je suis fondateur de Security Geek, une entreprise qui est installée dans 4 différents pays, France, Pakistan, Népal, Inde et Canada. On développe notre propre solution et en même temps, dans mon expérience, je peux travailler un petit peu avec un peu toutes les casquettes, à la fois analyste SOC, à la fois expert SOC, à la fois pentester, à la fois forensic analyst, certifié plusieurs fois dans plusieurs domaines pour valider mon apprentissage et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est d'apprendre, c'est de partager, c'est de simplifier pour les clients pour qui je travaille. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Déjà, je gère mon entreprise, j'ai mon équipe R&D dans laquelle on travaille sur une solution de détection d'anomalies dans le cloud. Et en même temps, je suis consultant pour full-time déjà pour BNP Paribas. Du coup, je suis responsable de sécurité cloud de Microsoft, de BNP Paribas, le monde entier. Du coup, n'importe quel changement au niveau de sécurité de Microsoft Cloud chez BNP Paribas Group, ça passe par notre équipe dont je suis le subject matter expert. Donc ça, c'est une position sur laquelle je suis très fier. Mais en même temps, je travaille sur des autres projets ponctuels également. Je suis aussi un professeur en EPITA, où j'étais également étudiant. C'est pour ça que j'étais venu en France. Professeur chez EPITA pour faire un cours de Security Operations Center tous les ans, dans tous les semestres. En même temps, je travaille avec la Redoute pour des sujets de purple teaming, pour des sujets d'audit de DevSecOps, sur le sujet d'audit, donc un prestataire de confiance de sécurité, et des petits projets à droite à gauche que je travaille avec mon équipe et pareillement moi-même que j'interviens à la fois en tant que project manager, à la fois en tant qu'expert technique, à la fois quelqu'un d'où on a deux projets. Donc voilà, c'est un peu l'introduction de moi. Et là, je suis un papa de 12 enfants, 5 ans, 3 ans, très perturbant, mais voilà, c'est moi. Donc, Security Geek, Cloud Security Compliance Expert, ça fait environ 7-8 ans. Je travaille avec le cloud. Plusieurs certifications, AWS, Azure, Microsoft, SANS. J'ai fait plusieurs cours également dans le cloud.
Donc, on va faire rapide, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mon but de cette présentation, c'est de juste un petit peu démystifier le cloud, donner quelques quick wins pour vous tous et quelques apprentissages que je peux apprendre dans les années avec les différentes entreprises, les petits, trop petits et des trop grands. J'en ai fait tout. Donc, voilà. Oui. Tu as 20 minutes, donc tu as le temps. Hein. Prends ton temps. Merci. Voilà, tu peux échanger. Comme je te sais un peu bavard, prends ton temps quand même, il n'y a pas de souci. Le plus tôt que je sais fini, le moins je suis stressé. C'est pour ça que je voulais faire ça rapidement, tu vois. On est en famille ici. Donc, voilà. Donc, on va commencer par une statistique avant qu'on va rentrer dans les détails. L'année dernière, par rapport à plusieurs études en moyenne qu'on a vues, 45% d'entreprises utilisent cloud. Après, si je reprends l'étude, et j'étais en train de faire l'étude pendant la présentation de Guillaume, tous les participants de cette présentation utilisent cloud. Donc, on va dire 100% des entreprises utilisent cloud. Ça, c'est une étude récente que je viens de faire. Et 80% d'entreprises ont subi un attaque petit, grand, moyenne dans le cloud. Donc, le menace est actuel. Ça augmente de plus en plus. La raison, c'est la compréhension de cloud, qu'on a un petit peu mal compris, pas tous, mais quand même. On a dit que cloud, c'est juste un ordinateur de quelqu'un d'autre, pas vraiment. Parce que c'est justement avec cette compréhension-là qu'on ne prend pas la sécurité de cloud dans la manière qu'il faut prendre. Et par rapport à mon expérience, je parle juste de mon expérience, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises la maturité de cloud ou la façon qu'on prend la gravité de cloud n'est toujours pas bon. N'importe quelle taille d'entreprise, ce que moi j'ai travaillé avec, je cite que ces entreprises, la maturité ou la gravité qu'on prend de cloud n'est pas bon encore. On dit, OK, jusqu'à là, il n'y a rien qui est arrivé, du coup, jamais il y a quelque chose qui va nous arriver. Je vais vous partager quelques expériences assez récentes que vous allez voir que même les entreprises pas du tout perceptibles d'être attaquées étaient complètement détruites par le cloud. Donc, on va commencer par la base un petit peu, le cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS. Ça, c'était on va dire, compréhension de cloud que j'ai toujours galéré avec. C'est un peu comme le ISO, les 7 niveaux de réseau que j'ai jamais pu apprendre correctement. Il y a ça aussi, c'est quelque chose que j'ai galéré pas mal. J'ai essayé les 3 modèles de cloud comme Pisa, avec le Pisa, avec le quoi, il y a pas mal d'anecdotes. Et le tout dernier que j'ai sorti, ce que j'ai bien aimé, c'était de bâtiment. IaaS, c'est un terrain loué et on construit nos bâtiments là-dessus. Donc, c'est des virtual machines, d'infrastructure. Du coup, la responsabilité de ces bâtiments, c'est à nous. PaaS, c'est plutôt un bâtiment qui est déjà construit, on le loue et après, toutes les appartements, c'est à nous de construire. Donc, toutes les gestions d'appartements à l'intérieur, toutes les fournitures et tout ça, c'est à nous, c'est-à-dire le PaaS. Toute la donnée, la configuration et tout ça, c'est à nous, mais l'operating system, le hardware et tout ça, c'est côté cloud. Ça, c'est plutôt un appartement déjà construit et on loue directement l'appartement pour stocker nos données. Et du coup, toute la sécurité de cet appartement, c'est à notre responsabilité. Donc, c'est un petit peu la façon que j'ai essayé dernièrement de mieux apprendre IaaS, PaaS, SaaS. Du coup, je vous partage également. Et le Shared Responsibility Model. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important de revenir dessus, le Shared Responsibility Model. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez théorique, qu'on continue de répéter. Mais en fait, quand on fait face à un attaque cyber ou une compromission dans le cloud, là, on s'en rend compte. Ah oui, d'accord, c'était moi à le faire. Par exemple, il y avait récemment un tenant complètement détruit Microsoft Office 365 dont je vous ai parlé, je vais vous parler plus en détail après. Et le client, il dit, ah bon, on ne peut plus rien récupérer, mais le cloud, il nous fait le backup, non? Et non, il ne le fait pas. Ah bon, mais Microsoft 365, il nous fait backup. Mais non, Microsoft 365, il fait le backup dans les cas, après, si on a E5 licences, c'est un petit peu plus, mais à la base, c'est 14 jours que vos données sont backupées dans leur recycle bin, c'est-à-dire si on fait un hard delete, 15e jour, on n'a plus rien. Donc,
c'est juste un exemple, mais après, il y a beaucoup d'autres choses, hein, que ce soit l'encryption des données, que ce soit l'identité access management. Il faut vraiment bien comprendre quelle partie de responsabilité pose sur le client, quelle partie de responsabilité pour, qui est côté cloud vendor. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre le shared responsibility model. Pareil, on va parler plus en détail de la partie DevSecOps. Après, je vais vous simplifier la partie DevSecOps, hein. Le mot elle-même, c'est assez complexe, mais je vais vous donner plutôt la façon simple, comment moi j'ai pu voir les problèmes réels dans les entreprises et comment on peut faire quelques quick wins afin de mieux répondre à cette problématique-là. Juste pour vous donner quelques chiffres encore, bah, le total expense qu'on voit dans le cloud, ça augmente année par année. Tout ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, c'est toujours beaucoup plus que ça. Et en 2023, on prévoit environ 500, 600 milliards de dépenses dans le cloud. Et avec ces dépenses, avec cette innovation qui ne cesse pas d'augmenter, augmente également les risques, que ce soit de misconfiguration, les vulnérabilités, les exploits liés avec l'identité, les différents costs, la sécurité. Tout ça, c'est également en train d'augmenter parce que tous ces avantages de cloud, que ce soit la résilience, que ce soit vitesse, que ce soit la facilité de l'utilisation de cloud, et applique également côté attaquant. Du coup, la vitesse avec laquelle on peut lancer un VM, c'est pareil, la vitesse avec laquelle l'attaque peut remonter dans votre environnement cloud. On a, on a vu plusieurs fois des études, hein, avant que l'attaque il passe en action, l'attaquant il est là pendant 300 jours dans votre réseau, pendant 150 jours dans votre réseau, et maintenant 30-40 jours parce que depuis que ransomware il a devenu l'actualité, l'attaquant ne reste pas ou ne perd pas beaucoup de temps dans votre réseau avant de passer en action. Mais avec le cloud, la vitesse d'attaque a augmenté en façon astronomical. Aujourd'hui, un average time depuis l'insertion que l'attaquant rentre dans le cloud et l'action qu'il passe, c'est 10 minutes. Aujourd'hui, la façon que le cloud il nous donne des logs, la plupart des logs qu'on peut récupérer de cloud, il a un lag d'entre 10 à 15 minutes. Du coup, vraiment, si on base sur les façons traditionnelles, et c'est pour ça que je disais, hein, c'est plus un ordinateur de quelqu'un d'autre. Et si on continue de baser sur les façons traditionnelles de détection et l'utilisation de cloud ou penser comment on va détecter, on est plus efficace par rapport à ça. Du coup, dans 10 minutes, imaginez l'attaque il est passée, or que vous allez récupérer le log qu'après 15 minutes. Donc, il y a des moyens, mais voilà, c'est juste quelques chiffres qu'il faut garder en tête avant qu'on pense que tout ce qu'on est en train de faire, qu'on a activé tous les logs et on est bon et on sera protégé. Malheureusement, non, c'est différent. Quand c'est cloud, c'est différent. Et aujourd'hui, avec l'innovation de IA, tous les chats GPT, l'API et tout ça, les scripts qui disent n'est plus sont des scripts qui disent. Ils sont devenus experts jour au lendemain. C'est plus un script qui disent. Tous les scripts qui disent aujourd'hui sont devenus les adolescents. Et maintenant, ils passent avec une vitesse beaucoup plus rapide à cause de toutes ces, ou grâce à toutes ces technologies qu'on a mis dans notre main. C'est une révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, un peu comme quand l'Internet était sorti. Après, ça, c'est quelque chose, pas de nouveau que je vous raconte, hein, mais voilà, je vous rappelle. Pour citer quelques exemples, bah, bien sûr, Okta, on a tous entendu de plus et loin, et c'est même 2 fois qui est passé dans le dernier quelques mois. Credential. Du coup, le point que je voudrais vraiment laisser sur la table, que vous retourniez avec cette présentation, après cette présentation, c'est les 2 ou 3 raisons le plus important et principal que si on arrive à les couvrir, ça couvre 70-80% des attaques dans le cloud. Si on est conscient à ces failles et ces faiblesses dans le cloud. Du coup, comme vous voyez, par rapport à Okta aussi, c'était le credential qui était volé de agents de support et éventuellement tout le système d'Okta a été compromis. T-Mobile, on a vu 30 millions de clients, les données de 30 millions de clients ont été exposées.
c'était une erreur de configuration de S3 Bucket. Aujourd'hui, parlons de erreur de configuration. Je vais vous partager un autre chiffre également. Aujourd'hui, par rapport à une étude faite récemment de cette année même, hein, de la passée et la moyenne, ils disent 20% des stockages qui sont dans le S3 Bucket ou dans le storage account dans Azure ou dans Google sont ouvertes et contiennent les données sensibles. Du coup, juste pour répéter ça, tous les 5e stockages qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise dans le cloud, est ouvert et a des informations sensibles. C'est ça la réalité. Et nous, on n'y pense pas. On dit non, non, toutes les données sont bonnes, il n'y a rien là-dedans. On ne regarde pas les données, on n'essaye pas de faire des... parce que notre Varonis n'est plus capable de faire tous ces appels, millions des appels pour avoir péta des données répertoriées. Parce que je le vois, hein, comme je vous ai dit, que j'ai vu dans plusieurs entreprises, Varonis dans le on-premise, c'était assez efficace, mais aujourd'hui, quand on met Varonis avec le cloud, et par rapport à tous les problèmes de throttling dans API, parce que Varonis, il travaille avec API, hein, c'est pas qu'il y a un connecteur derrière, et du coup, l'API, il a une limite. Et aujourd'hui, cette API n'est pas capable d'aller jusqu'à ce niveau-là. Après, bien sûr, ça évolue, hein, et c'est pas vraiment que je parlais de Varonis parce que j'ai quelque chose contre eux, j'adore Varonis, mais c'est juste que c'est l'un des technologies que je rencontre de plus en plus et assez courant, qu'on pense que comme c'était assez efficace en premise, ça sera également efficace en cloud. Non. Il y a des features dans le cloud. Et là, je voudrais bien, et après, je voulais parler de ça après, hein, mais je vais vous rapidement parler de ça. Une anecdote, une autre anecdote. Il y a deux façons de cuisiner chez nous. Soit on cuisine rapidement parce qu'on est trop occupé, le manger qui est congelé. Du coup, on le sort, on le chauffe, on le mange. Soit on peut le cuisiner, prendre des heures, des heures, des heures. Aujourd'hui, l'anecdote ou l'exemple que je vous pose devant vous, c'est pour vous dire, cuisinier, c'est qu'on a fait traditionnellement. Monter un cloud, envoyer le cloud log, recruter un expert, faire tout ça, chercher, faire un système bout en bout qui prendra des années, des mois et des expertises qui ne servent jamais là. Or que le version congelée, c'est les features que le cloud, il vous donne déjà. Il faut se baser dessus. Que ça soit le répertorier ou scanner toutes les données dans vos clouds utilisant les outils de cloud, que ça soit faire des alertes en utilisant les outils de cloud, que ça soit faire la corrélation dans le cloud. Après, je vais vous partager, hein, bien sûr, j'entends très bien, même que vous ne dites pas que ça coûte trop cher d'utiliser les solutions de cloud, mais justement, c'est un but de mon présentation également, de vous partager quelques best practices moins chers, voire presque gratuits, qu'on peut utiliser dans le cloud pour au moins avoir une première maturité dans le cloud et protéger nos données qui sont dans le cloud. Donc voilà, on va parler de manger congelé. Voilà, manger congelé. Voilà. Ça, excusez-moi, mon français, j'ai essayé de traduire, mélanger, tout ça, mais... C'est un plaisir, vas-y, poursuis. Et après, bien sûr, ChatGPT, bah, ça n'arrête pas, hein. Déjà, il y a eu une erreur de configuration, misconfiguration, dans lequel il a leaké 100 000, plus de 100 000 données d'utilisateurs. Et maintenant, il y a aussi, ils sont victimes de DDoS, donc ça, c'est autre chose. Mais déjà, toutes ces données sont été exposées. Donc, oui, ce qu'on craignait toujours, que tous nos salariés sont en train de mettre toutes nos données dans ChatGPT, oui, c'est dehors, c'est exposé. Voilà, c'est fait. Comme ça, maintenant, on n'a plus rien à penser, c'est déjà exposé. Voilà. Bon, soyons honnêtes, voilà, c'est fait. FlexBroker, Blue Bleed Breaches 2022, pareil, misconfiguration dans la AWS Azure. Donc, vous voyez ce que j'essaie de répéter dans ce slide. Identité, misconfiguration ou phishing, le partie utilisateur. Mais encore, ça revient à identité. Parce que phishing, enfin, c'est une identité qui est compromise, qui est volée, qui est stockée quelque part, ou une mauvaise gestion de l'utilisateur, ou mauvais monitoring de ces utilisateurs. On va revenir sur les solutions également. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui, quelles sont les principales raisons de ce qu'on voit et par rapport aux différentes études qui ont été faites. Après, vous voyez, hein, 2021, 2022, 2022, pourquoi il n'a pas pris des données le plus récent? Pourquoi il prend 2021? Pourquoi il prend 2022? Parce que malheureusement, ça n'a jamais changé.
On devient pire en pire. C'est pas que en 2022, on a vu qu'il y avait 50% des données ouvertes dans Git. Aujourd'hui, ça n'a pas amélioré. Aujourd'hui, c'est encore plus pire. Malheureusement, on est tellement dans la innovation, on est tellement dans la vitesse de faire des choses qu'on n'y pense pas de sécurité. Aujourd'hui, je suis également dans un projet d'audit de DevSecOps. Comme je vous ai dit, le mot DevSecOps. Mais derrière, ce qu'on est en train de faire, c'est de chercher partout où sont des clés, comment ils sont stockés, comment ils sont partagés, comment ils sont mis. Mais malheureusement, on le voit partout. Dans les messages de Teams, dans le text message, sous les pense-bêtes, dans les documents Word, dans le document Excel, il est partout. Et on n'y pense pas. Ce sont des différents trous dans notre armement qu'on a mis pour nous protéger des attaquants. Il faut y penser. Aujourd'hui, les Exposed Web Services, on est en train de mettre toutes nos applications web qui sont, on fait lift and shift, on prend du on-premise, on met dans le cloud, mais on n'y pense pas de la vulnérabilité qui peut être dans ces applications-là. Et du coup, également, ça, c'est l'une des principales façons avec l'identité misconfiguration qu'on a vu que les attaques arrivent. Et donc, c'est très important d'y penser. Déjà que ça ne soit pas exposé, et si c'est exposé, ça soit bien isolé dans une zone. Aujourd'hui, les différents vendeurs publics de cloud, Google, Amazon, Azure, donnent une façon de créer votre infrastructure dans le cloud. On n'a plus besoin de mettre un carte crédit et lancer un VM comme ça, mais il y a une façon de faire. Par exemple, Azure, il vous donne Azure Landing Zone qui respecte le best framework de Azure. AWS, il vous donne AWS Well Architected Framework. Tout est déjà écrit. Il y a une façon de faire, pas très difficile à suivre. Tout est là. Et quand on suit des systèmes proposés par les vendeurs de cloud, on diminue la possibilité ou l'ouverture, l'exposition. Du coup, par rapport à l'exposition des différents services, si on suit leurs conseils, on a séparé, on a ségrégé, on a mis cette isolation entre les services, entre les différents trucs qui peuvent être exposés. Pareil, les données qui sont mises dans le Git, dans le GitHub, ça aussi, c'est quelque chose de très facile. Il y a quelques scans à tourner avec les outils qui sont là dans le monde et open source pour chercher ces clés. Est-ce que nos clés sont exposées? Est-ce que notre GitLab qui est là, est-ce qu'il a des least privilege? Qui contrôle ça? Comment les codes qui sont poussés dans le Git, comment ils sont contrôlés? Oui, on a un SonarQube qui traîne depuis 10 ans, mais est-ce que quelqu'un l'utilise? Peut-être il faut chercher une autre solution. Peut-être il faut y penser. Si on est en train de mettre autant d'argent dans le développement, il faut aussi penser de la sécurité de ce développement. Du coup, la partie un petit peu DevSecOps. Pareil, overprivileged IAM role, ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important aujourd'hui, que 70% à 80% des attaques gravitent aux alentours de l'identité. Sous des différentes étapes de kill chain qu'on a vu, de initial access, discovery, lateral movement, exfiltration, dans chaque étape, presque chaque étape, peut-être il y a un ou deux dans lesquels on ne voit pas d'identité, mais à chaque étape, il y a une identité qui a été abusée. Et du coup, si on suit l'identité, c'est ça le clé de succès. Si on arrive à rester avec l'identité, que peut-être au premier bêtise, on ne t'a pas vu, au deuxième bêtise, on ne t'a pas vu, troisième, on va te voir, certainement. Du coup, comme on parlait, quelqu'un a posé la question par rapport au Mitra Attack Framework, combien de use cases il nous faudra pour couvrir toutes les use cases. Aujourd'hui, si on parle de cloud, le premier use case sur lequel on peut concentrer, ça sert à l'identité. Si on peut concentrer sur l'identité, le bataille, il est déjà moitié gagné. Or que 100%, on va jamais gagner, mais moitié, c'est déjà gagné. La même chose, là, je le répète. Quelques solutions. Et là, ici, je vais prendre un peu de temps pour parler les C de notre cloud. Le mot C, c'est quelque chose, je ne sais pas, mais on est obsessif par le mot C. Il y a CSPM, il y a CWPP, il y a CUM, il y a CNAP, il y a Cloud, il y a CASB. Donc, rapidement, j'aimerais bien vous donner une petite présentation, une petite, on va dire, discours des différentes sécurités par le mot C.
Donc, commençons par Casby. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous entendu, qu'on entend depuis longtemps. Casby, aujourd'hui, à mon avis, c'est un petit peu, on va dire, old-timer qui était là pour arrêter ou contrôler nos gens qui ne vont pas dans le cloud. C'était pour ça. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est déjà dans le cloud. Il faut aller au-delà de là. On ne peut pas dire que si on a Casby, on est bon. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce que Casby, c'était juste un next-gen proxy qu'on a mis en place. Toujours, il est là. Ça nous permet de faire le rapport, ça nous permet de faire de Shadow IT, ça nous permet de faire un DLP inline. Mais ce n'est pas une solution qui nous permette à répondre aux risques qui sont là dans le cloud aujourd'hui. Et ce n'est pas notre quick win aujourd'hui qu'on utilise un Casby et on est totalement protégé. Et je le répète, c'était là pour arrêter les gens qui ne vont pas dans le cloud. Et maintenant, ils y sont. Ensuite, ce que je vais parler, la solution qui est la première solution qu'il faut également penser aujourd'hui quand on est déjà dans le cloud, c'est CSPM. C'est le Cloud Security Posture Management qui permet de suivre la posture de sécurité, avoir un niveau de conformité des différentes configurations qu'on a dans le cloud, quelque chose qui est facilement disponible dans tous les cloud vendors. Par exemple, chez Azure, on a Azure Policy, on a juste un bouton à cocher, on a Microsoft Security Benchmark, on le check. Ou côté Office 365, on a Secure Score, on voit toutes les configurations qui va bien, qui ne va pas. On a côté compliance, là, on a tous trop de données dans Microsoft 365. On met beaucoup de données là-dedans et on n'y pense pas. Mais pareil, côté compliance, aujourd'hui, si on va dans compliance.microsoft.com, on a des différents outils disponibles pour déjà scanner vos données, mais en même temps, d'avoir un niveau de compliance par rapport à vos données. Le Compliance Manager, c'est le deuxième onglet. Dès que vous rentrez dans compliance.microsoft.com, ça vous donne une liste de toutes les choses que vous pouvez améliorer dans votre état de sécurité ou compliance des données. Exactement comme on a vu Secure Score, ce qu'on voit depuis des années. Pareil, côté compliance, on a la même chose. Côté policy, on active Microsoft Security Benchmark, même chose. Et les trois solutions, c'est gratuit. On ne paie rien. Mais tout de suite, on a une visibilité de ce qui va pas dans notre configuration. Et ça, c'est la première chose. Si on arrive à le faire, comme je vous ai répété plusieurs fois, misconfiguration, la mauvaise configuration, c'est l'une des raisons principales de toutes ces attaques. Et du coup, on doit auditer, monitorer toutes ces configurations. Pareil, côté AWS, on a GuardDuty. Ou on a des autres services également disponibles qui nous permettent de faire toutes ces audits-là. Ou en même temps, comme parlait l'un d'autres auditeurs également, de Security Onion. Security Onion, les outils comme ça existent également, les autres outils également, l'open source, type Scout Suite. On peut utiliser ça, installer ça rapidement et faire une audit de notre Azure Office 365 et AWS. On a Scuba Gear qui a été sorti par CISA, le CISA Gov, CISA des États-Unis, qui également nous permettent à auditer notre configuration d'Office 365. Donc, vous voyez, c'est même pour un débutant qui ne comprend pas trop dans le cloud et qui n'est pas expert d'aller vérifier toutes les configurations, il peut tourner cet outil-là sur votre environnement et avoir une tableau de bord ou une liste des différentes choses qui ne va pas. Et tout de suite, vous voyez des premières corrections qu'on peut faire et éventuellement améliorer notre état de sécurité. Et là, je vous parle de cette intervention que je suis toujours en train de faire, ce n'est pas fini. C'est une association qui aide les vieux dans les EHPAD et tout ça. Du coup, vraiment une petite association, environ, on va dire, 60 salariés. Pas trop de chiffre d'affaires, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien d'intéressant dans cette association à aller derrière. Ils ne peuvent même pas demander l'argent auprès d'eux parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de prendre l'argent depuis le gouvernement et tout ça. Du coup, il n'y a rien à gagner chez eux. Aujourd'hui, on était contacté, pas aujourd'hui, on était contacté le 2 novembre, je pense, et on nous a dit, depuis 22 octobre, on n'a plus accès à notre tenant. Et comment ça, on n'a plus d'accès? Tous les comptes qu'on avait d'admin ne connectent plus. Et quand on contacte Microsoft, Microsoft ne nous répond pas.
Ils disent que non, on ne peut pas vous aider, on n'est pas le bon personne. Et après, on sait tous hein, le Holy Grail de support, et surtout Microsoft, quand on passe tous les pays dans le monde possible pour avoir une réponse. Donc voilà, ils l'ont galéré jusqu'à 5 novembre pour avoir l'accès. On a récupéré la main et on a commencé le réponse incident là-dedans. Et quand on a regardé là-dedans, il y avait un compte qui se connectait. C'était un compte d'un ancien prestataire qui n'a jamais été désactivé. Il avait quitté la boîte plus que 6 mois, jamais été désactivé. Et on a vu qu'il y avait l'accès depuis ce compte depuis 2 à 3 mois, depuis Denver, Colorado, aux États-Unis. Encore un deuxième flag. Depuis 2 à 3 mois, il y avait un accès continu depuis Denver, Colorado. Et ce qui est étonnant, ce qu'on a vu dans les logs et dans les investigations, qu'il n'a rien téléchargé. Il n'a fait aucune action malicieuse dans le compte, ou il n'a fait rien de mauvais dans le tenant. Tout ce qu'il a fait dès qu'il a pris la main, il avait la main depuis toujours, depuis 2-3 mois qu'on a log, au moins on le voit. Depuis qu'il a coupé l'accès aux autres, le 22 octobre, il a supprimé tous les utilisateurs, il a fait hard delete, il a supprimé tous les OneDrive, il a supprimé tous les SharePoint, il a supprimé tout ce qu'il y avait sous tenant. C'est un tenant vide, rien. Et c'était un hard delete. Aujourd'hui, on ne peut même pas le récupérer. Quand on a contacté Microsoft, ils nous dit, vous n'avez que 14 jours. Or que 6 jours, c'est eux qui ne nous donnaient pas l'accès. Et après 6 jours, c'est eux qui ne renvoyaient pas aux bonnes personnes. Du coup, 12 jours, on a perdu comme ça. Mais ils disent 14 jours, c'est passé, on ne peut rien faire. 60 utilisateurs, des années de données, tout est perdu. Là, on essaie de galérer avec le manager de Microsoft et tout ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut avoir une exception. Mais tout ça, c'est un système. Mais voilà. Et les clients, ils disaient, mais comment ça? Microsoft, il ne fait pas backup. Ben non, on n'a rien aujourd'hui. Et pareil, parlons d'identité, comme je vous ai dit. Le compte, il accédait à Microsoft, à leur tenant, depuis 2 à 3 mois. Quelque chose de très facile à identifier si on aurait eu Azure Identity Risk, qu'on aurait suivi l'Azure Identity Risk, ou avoir quelques systèmes de alerting qui est inbuilt par rapport au risky user, ou aller regarder sur le tenant. Donc voilà, pareil, on ne l'a pas fait. Du coup, là, ici, quelques pistes que je voudrais bien partager avec vous. Et le premier, c'était une révélation pour moi. Je vais parler de Azure Sentinel rapidement pour Microsoft 365 après, ou Azure. On va revenir sur GuardDuty. Azure Sentinel, merci à vous. Excusez-moi, je n'ai pas votre nom. Merci pour votre présence. Merci. Donc, Azure Sentinel, ça coûte extrêmement cher. Je suis d'accord. C'est plutôt le Log Analytics qui coûte trop cher. Donc, par exemple, pour 100 gigas de données par jour, le calcul que je me souviens, ça coûte environ 6 000 € par mois. Voilà, c'est un peu comme ça. 100 gigas de log par mois, 6 à 7 000 € par mois. C'est ça le coût de Log Analytics. Avec Sentinel, ça va être environ 7 000 € par mois. Mais, il y a une chose qu'il faut qu'on sache. Les workloads qui sont de Microsoft 365, l'Office 365, Azure AD et tout ce qui est lié aux alentours de Microsoft 365, on peut les injecter dans Azure Sentinel et Log Analytics et le traiter. Et on a le retention de 30 jours qui est gratuit ou max 5 €, pas plus que ça. Et pour vous donner le preuve de ça, j'ai le testé chez BNP. Du coup, vous pouvez imaginer que le données de BNP n'est pas minime. J'étais en moyenne tous les mois 3 €, 4 €, 3 €, 4 € pour BNP, hein, monde entier, le tenant entier. Du coup, Azure Sentinel, c'est quelque chose assez intéressant, très important. Si vous avez une petite compréhension de SOC ou dans votre équipe, activez-le. Comme ça, vous pouvez avoir les alertes. Et là, je reviens à l'anecdote dont je parlais, le manger congelé, que vous avez déjà prêt les alertes. Vous le récupérez, vous le faites manger à votre CM en premise. Et comme ça, vous revenez faire le forensic dans le cloud quand il y a une alerte. Ça, c'est le quick win aujourd'hui. Bien sûr, avec le temps, ça va améliorer. Vous pouvez éventuellement le cadrer par rapport à votre risque, par rapport à votre exposition. Ça, c'est tout ça, c'est à travailler. Mais en premier temps, si on n'a rien, toujours, il faut appuyer sur les solutions de cloud vendor. Il faut l'activer, il faut travailler avec toutes ces solutions-là.
Pareil, par rapport à Access Control, on a des solutions qu'on a en place. Par exemple, AWS IAM Access Manager, ça nous permet d'identifier les différentes permissions qui sont overpermissives. Je vais vous parler de l'exemple d'un nouveau ransomware qu'on a connu avec le cloud. Le ransomware qu'on a toujours connu, c'est ça rentre dans l'ordinateur et ça chiffre vos données et c'est fini. Après, soit il faut payer, soit toutes les données sont inutilisables. Dans le cloud, ce qu'on voit, c'est aussi un autre type de ransomware dans lequel ce qu'il fait, il va prendre la main sur un utilisateur qui a accès sur un S3 bucket ou sur un storage account qui est chiffré avec le KMS ou le clé du cloud. Et parce qu'il avait l'accès, il change la clé de cette base de données. Et maintenant, il supprime la clé derrière que vous avez. Donc, vous n'avez aucun moyen de restaurer ces données. La seule personne qui a l'accès à ce clé, c'est l'attaquant. Et il faut toujours savoir que le clé, quand il est supprimé, c'est le temps qu'on peut le récupérer. C'est différent pour chaque vendeur. Par exemple, chez Microsoft, c'est 7 jours. AWS, c'est 30 jours. Google, c'est 24 heures. Si on supprime votre clé, vous pouvez récupérer que pendant 24 heures. Après, vous n'avez plus la main. Et du coup, ça, c'est une nouvelle façon de chiffrer vos données. Là, il a pas mis un truc RSA 2048 de encryption et maintenant on ne peut plus le récupérer. C'est une façon moderne de chiffrer vos données et vous n'avez plus accès à vos données qui étaient dans cette bucket S3 ou dans le storage account. Et tout ça, c'est parce que dans l'accès d'un utilisateur qui est extrêmement complexe, par exemple, parlons de AWS, on avait un page permission de page possible et du coup, l'utilisateur aurait pu supprimer la clé. Et ça, on ne fait pas d'attention parce qu'on ne comprend pas toutes ces complexités. Aujourd'hui, dans Azure, si on voit tous les rôles possibles, on est environ, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait environ 258 rôles possibles, custom, même pas custom, 248 rôles qu'on peut mettre sur un utilisateur. Du coup, c'est impossible de pouvoir le gérer et savoir un par un. Mais il y a des outils qui existent qui nous permettent d'analyser tout ça dans le cloud elle-même. Ou pareil, avec Azure Policy, on peut mettre en place une policy, on peut activer une policy qu'un utilisateur ne devait pas avoir un rôle qui est le super admin du cloud. Du coup, dans le façon de Azure, ça va être owner, contributeur. Ce genre d'accès ne devait pas y être. Ou on ne veut pas qu'un user ait un accès de page des clés dans Key Vault. Donc, tout ça, on peut le activer dans Azure Policy, c'est juste à cocher, les cases à cocher, et derrière, ça vous donne un rapport de la configuration existante, et c'est des quick wins qu'on peut tout à fait le activer et le utiliser. Le dernier, je vais aussi parler, qui est très important, la partie SIEM, comme on parlait des différents C. SIEM, c'est le Cloud Identity Entitlement Management, assez récent, mais c'est quelque chose que je trouve personnellement très important et le plus important même, parce que ça nous permet de suivre et voir l'identité, la façon qu'il est utilisé, les rôles qui sont attribués, et est-ce qu'il utilise tous ces rôles ou pas. Et au fur et à mesure, l'adapter selon le besoin. Et c'est ça le CIEM, il nous permet de faire. Parlons de C, je vais revenir sur les autres. Vous auriez également entendu parler de CNAPP. Ça, c'est un truc, ça aussi, Palo Alto, je pense qu'il parle pas mal de CNAPP dernièrement. Mais par rapport au CNAPP, c'est Cloud Native Application Protection. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas beaucoup en train d'utiliser Kubernetes dans le cloud, CNAPP n'est pas vraiment pour vous aujourd'hui. Pas besoin de prendre la tête avec CNAPP. Comme je partage par rapport à mon expérience, CSPM, c'est le premier, pouvoir l'activer, disponible gratuitement par les cloud vendors publics. Et après, oui, pour aller plus avancé, plus extrême, on peut avoir des licences également avec Defender for Cloud ou côté AWS, on a des autres licences. Mais c'est quelque chose, un premier niveau est déjà disponible gratuitement. Utilisez-le et faites une audit de votre cloud régulièrement. SIEM, le deuxième, qui est le plus important, pareil. Aujourd'hui, l'identité, c'est le plus important. On n'y fait pas attention. Les comptes qui sont dormants, on ne le désactive pas des fois, ou les comptes qui sont
attribuer des permissions qu'ils n'ont même pas besoin. Des choses comme ça, c'est très important à suivre, à regarder. Après ça, il y a quoi d'autre? Il y avait une autre C ou pas? J'ai oublié. C'est pas grave, je vais revenir après. Quelques logs également, là, ça fait un peu technique, hein, les différents cloud logs qu'on peut. Parce que ça aussi, ça là, on parle où on a commencé à récupérer tous les logs. Et bien sûr, pour faire de forensique, on veut avoir des logs. Et il y a partout des logs. Quel log à prendre? Donc, quelques logs qu'on pense avec l'expérience qui est le plus important. Ben, l'identité access management log. Donc, Azure, vous avez Azure Activity, Azure AD. AWS, vous avez CloudTrail. Cloud Platform Logs, ça c'est le Azure Activity, et AWS c'est également CloudTrail, ou vous pouvez également avoir CloudWatch qui vous donne le plateforme, les différentes configurations qui sont changées au niveau de plateforme. Resource Management Log qui est aussi important, lié avec la création des ressources, le VM, le stockage, ou des différentes ressources qui peuvent être lancées dans votre environnement cloud. Des différents resource logs qui sont plutôt le niveau à workload. Ça aussi, c'est à récupérer pour avoir le log comme le EDR qu'on avait ou les logs de système par rapport au VM ou le log de BPC qui sont par rapport au réseau, tous les échanges qui ont eu au niveau de le réseau. Et en final, le tout dernier, l'application. Du coup, je l'ai mis également au niveau d'importance et quel est le plus important et comment on peut aller étape par étape. Donc, pareil, application log, ça, c'est quelque chose qui est le plus dernier, qu'on peut également l'avoir selon le besoin, selon le appétit de risque d'un client. Une chose que je voudrais également répéter par rapport au titre de cette présentation, de cette slide, Monitoring and Logging. Il y a une chose qu'il faut qu'on n'oublie jamais. Peu importe combien d'argent on met, peu importe combien d'experts on ramène, peu importe combien de IA et ML et tout ça qu'on met, on ne peut pas protéger une attaque. Ça va arriver. C'est déjà là où ça va arriver. On ne peut pas se protéger. La meilleure chance qu'on a, le plus tôt le savoir et le plus tôt le répondre. On ne peut jamais arrêter une attaque. Ça va venir. Un attaquant persistant va trouver un moyen de rentrer dans le réseau. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on a vu plusieurs fois, plusieurs reprises, que ce soit avec l'attaque de Uber, que ce soit l'attaque chez Twitter, X maintenant, que ce soit l'attaque chez Microsoft plusieurs fois, que ce soit US Treasury, que ce soit FireEye, l'un des plus grands exemples que je dis toujours. J'ai travaillé aussi avec FireEye et c'était pour moi l'un des meilleures entreprises. FireEye, je pense que vous connaissez tous, mais juste pour vous répéter, c'est l'un des entreprises qui est appelé dans le monde entier quand il y a attaque cyber pour faire réponse incident dans les grandes entreprises. Donc, quand il y a attaque cyber, venez ici et chercher quelles sont les traces d'attaquant, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, normalement, ça, c'est une entreprise qui devait être le plus courant, les différentes manières que l'attaque pourrait arriver. L'attaquant était là dans le réseau pendant 8 mois chez eux. Il a tout volé. Donc, ça ne peut pas être mieux que ça, un meilleur exemple que ça. L'attaque va venir. Personne ne peut l'arrêter. N'importe qui. Donc, détection, logging, monitoring, très important. Appuyez sur les solutions de cloud. Utilisez les solutions de cloud et faites les audits des différentes configurations. Les alertes qui sont déjà dans le cloud, récupérez-le, mettez-le dans votre CIEM. Après, éventuellement, vous pouvez faire les traités risques. OK, quels sont votre crown jewels, les données les plus importantes, les risques les plus importants. Récupérez ces logs-là. Et ça, il faut qu'on peut suivre le plus proche possible. Mais le reste, c'est pareil. Partout, le même souci qu'on voit, le souci de IAM control. Il faut utiliser les outils type CIEM, comme je vous ai dit, ou ou les audits réguliers pour assurer qu'il y a un access management fait correctement. Les défenses d'API, les différents secure gateways qu'on peut utiliser pour protéger nos API qui sont ouvertes. Ça, c'est un peu avancé, donc, mais j'ai quand même le mis parce que c'est l'un des best practices. Mais encore une fois, ça arrive après, hein, DevSecOps. Mais déjà, commençons par IAM, les API, les applications qu'on n'arrête pas de fédérer avec notre Microsoft 365, les permissions qu'on est en train de donner à ces permissions-là, à ces applications-là, les audits de configuration,
utiliser les CSPM intégrés, utiliser les UT open source. Il y en a beaucoup pour faire les audits de configuration. Rien que ça va vous entraîner un petit peu avec le cloud et ça va vous donner quelques belles couleurs, belles statistiques. Pourquoi pas? Utilisez-le. Demandez votre ingénieur cybersécurité, OK, vas-y, trouve-moi une solution, lance-moi un audit, sors-moi un rapport. Et regardez qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas. On fait pas attention, mais vraiment, j'ai eu mal quand j'ai travaillé avec cette fondation, j'ai vu, mais qu'est-ce qu'il avait fait mal? Il n'a pas de tout. Et l'attaquant, il n'a rien fait. Le seul but qu'on voit jusqu'à là dans notre investigation, c'est la destruction des données. Rien d'autre. Juste parce qu'ils l'ont ignoré, qu'il y avait quelqu'un qui était parti déjà depuis 6 mois, il avait des droits importants et son compte, ça n'a jamais été désactivé. Ah, c'est fini. Un grand merci pour ta passion, Adi. Avec Ça me plaisir. plaisir de t'écouter une fois de plus. Bon, on a perdu un peu de monde comme souvent à cette heure-ci. Est-ce que vous avez des questions? Pas. Tu peux tourner. Non, bouge pas. Mehdi, tu peux juste tourner l'écran. Oui. Ça va aller vite. Merci. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit pour certains d'entre vous. Oui, alors il y avait beaucoup de bonnes remarques à dire. Par contre, moi, la question que je me pose là-dedans, c'est à qui c'est de faire tout ça? Je veux dire, t'as exposé, bon, alors il faut mettre en place des outils, des machins, la procédure, des trucs. Alors, à qui ça revient entre le cloud provider d'un côté, la DSI client d'un autre côté, qui bien souvent tendance à s'en laver les mains, et les responsables applicatifs métiers d'un autre côté, qui bien souvent ne comprennent absolument rien à ce qui est en train d'être raconté. IAM, je ne sais pas ce que c'est, DDoS, c'est un truc DDoS, alors là. Donc voilà, comment tu vois un peu le schéma de gouvernance pour Oui, ces aujourd'hui, différents acteurs pour essayer de sécuriser un peu tout ça? aujourd'hui, très bonne question. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est justement ça aussi. C'est un challenge qu'on voit dans les entreprises qui a vraiment que non, c'est pas moi, le DevSecOps, c'est le métier, API, c'est le métier, c'est pas moi. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail précis de DevSecOps et tout ça, mais les quick wins possibles. Et ces quick wins, c'est à mettre en place par l'équipe de sécurité et à décider par l'équipe de risque, dépendant sur la taille de l'entreprise. Si dans l'entreprise, on a la possibilité d'une équipe risque, donc c'est d'abord l'équipe risque à également identifier quelles sont nos données, quelles sont nos expositions, quels sont les éléments les plus importants pour nous. Mais derrière, le premier pas à prendre, c'est de la part de l'équipe sécurité. L'équipe sécurité qui est faite. Oui, tout à fait, chez le client. Oui. Aujourd'hui, tout ça, c'était côté client, dans le shared responsibility model, tout à nous à protéger nos propres données. Comment on peut le faire? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ouais, j'ai une question. Tout à l'heure, tu nous disais que le temps où un attaquant il reste en observation avant de faire son attaque, il est très très bas dans le cloud. Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, c'est pas toujours si bas, mais c'est possible. C'était un chiffre que je voulais partager à cause de cette scalabilité, la vitesse et le raison pourquoi nous, on y va dans le cloud. C'est exactement la raison pourquoi attaquant aussi, il arrive à faire des choses avec cette vitesse-là, parce que c'est possible. Aujourd'hui, dans le cloud, c'est dans le 2 à 3 minutes qu'on a scanné le cloud entier. Et du coup, le premier initial scan ou discovery qu'on fait, ça ne prend pas le temps. Et du coup, avec tout compris, toutes les étapes qu'on voit, et ça, un chiffre que j'ai retenu de ma formation SANS, qui était le 540 de Cloud Security, et c'était le retour d'expérience des experts. Tu as dit un truc qui me fait penser à ça. Que le principal problème, au final, c'est l'IAM. C'est le fait qu'il y a trop de droits accordés à certains comptes et que ces comptes-là, ils sont mal sécurisés, que ce soit le compte directement ou une clé d'API, un token, tout ça. Au final, c'est pas le fait que si tu compromets un compte sur le cloud, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un compte avec énormément de privilèges et pouvoir aller directement là où tu veux que dans un environnement en interne où là, avec un compte, tu vas avoir accès à quelques serveurs, mais à un moment ou un autre, il va falloir que tu arrives à choper un autre compte, puis un autre, puis un autre. Peut-être que c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus rapide aussi. Exactement. C'est toujours l'identité, c'est le maillon
le deuxième le plus faible. Après, bien sûr, c'est le humain aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'expertise, il est tellement bas que j'ai envie de dire que c'est plutôt l'identité. Et c'est à cause de ça qu'on arrive à remonter dans les droits et la mauvaise compréhension de ségrégation des droits ou un mauvais système, comment on a commencé à utiliser le cloud sans respecter ce que le cloud provider nous propose d'utiliser le best practice framework ou well architected framework. Donc oui. Et j'ai une autre question. Alors, j'ai pas tout entendu à ce moment-là parce qu'on me parlait en même temps. Sur le Casby, tu as fait une critique de Casby. Et vu que c'est un outil que j'aime pas particulièrement non plus, et comme j'ai pas entendu, je suis curieux que tu développes un peu ce que t'aimes pas là-dedans. Bon, c'est pas que j'aime pas, je disais juste que on a évolué. On a toujours compris, le premier arrivé, c'était Casby, qu'on protège avec l'exposition de cloud, l'eau parole. Moi-même, hein, je suis professional service engineer de Netscope, je suis certifié chez eux, j'ai également certifié chez Zscaler et là, actuellement, je suis en train d'utiliser Broadcom Symantec. Donc, je l'ai utilisé beaucoup et je l'utilise actuellement également. Mais le truc, c'est que ce que je disais, qu'il ne faut pas penser que Casby, c'est une solution qui va nous protéger contre ce risque qu'on est en train de voir, l'identité, le misconfiguration ou l'exposition de nos invités. C'était à la base conçu pour ralentir le passage dans le cloud. Qu'on va contrôler tout ce que tu fais dans le cloud, et on va te ralentir parce qu'on va pas t'autoriser d'y aller là. Mais aujourd'hui, on est passé à une étape supérieure, on est déjà de l'autre côté. Ok. En plus, le Casby, en général, c'est uniquement accessible depuis l'interne. Ça règle pas tes problèmes d'attaque via l'extérieur. Exactement. C'est d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ça. Ouais, Oui. ok. C'est tout pour mon question, merci. Mais comme le Casby, c'était le premier arrivé dans la marché, qui a fait pas mal de buzz. Aujourd'hui, il y a des clients, il y a beaucoup de clients qui ont la Casby et ils y pensent qu'on est bon avec Casby, mais c'est pas le cas. Ouais, C'est juste que tu mets un oui, Casby et ça y est, quoi, t'es c'est tranquille. ça, Alors que pas du tout. c'est ça. Et moi-même, étant un éditeur de solutions, entre guillemets, bientôt de devenir, hein, on est en train de développer, mais moi-même, je disais, ouais, cette solution, c'est pas bon, cette solution, c'est pas bon. Mais moi-même, j'avoue que le premier quick win, c'est d'activer les solutions rapides, simples. Ils ne sont pas très chers dans le cloud elle-même. Récupérer ces alertes, agissez dessus. C'est le premier quick win. Il faut commencer par là. Après, approvisionner une solution, mettre en place un monitoring, cuisiner notre propre manger, c'est après. Mais le première étape, activer ces solutions qui sont là. Tu me fais Et penser après, à une autre Microsoft, question, du coup. pardon, oui, je t'en prie. Toi qui disais activer les solutions qui sont proposées directement côté cloud, est-ce que tu as de l'expérience avec GuardDuty, par exemple, sur AWS? Oui, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que bah, c'est une bonne solution? pour un premier pas, c'est une bonne solution. Ouais, Avec une maturité, il y a beaucoup de faux positifs à gérer. clairement. Mais pour un premier pas, ça donne au moins une première visibilité de ce qui se passe dans notre cloud. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout que c'est concentré aux alentours de l'identité, beaucoup. C'est Ouais. cette partie-là qui me plaît beaucoup, que ça donne une visibilité aux alentours de l'identité. Qu'est-ce que tu conseillerais à un client qui a son cloud dans AWS, qui a activé GuardDuty et qui se repose uniquement là-dessus? Qui sont? Qui se repose uniquement sur les alertes GuardDuty. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour aller plus loin? Bah, pour aller plus loin, là, c'est parce que là, on a fait une première partie de monitoring. Le prochain étape, c'est d'aller dans les workloads, d'avoir le niveau de visibilité dans les workloads elles-mêmes, d'avoir le CWPP, le dernier dont je n'ai pas parlé, Cloud Workload Protection, soit avec notre propre EDR qu'on a toujours utilisé, soit avec un agent qui peut être fourni soit par Déployer, ouais. cloud, voilà, ou soit par nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape pour aller une étape avant. Voilà. Ok. Adi, Oui, peut-être pour ceux que ça intéresse de savoir où est-ce qu'on peut retrouver soit de la data, soit de la démo sur ton outil Security, bah, pour le préciser. suivez-moi sur LinkedIn si tu pourras partager à la fin mon profil. Le premier, ce que j'essaye de faire toujours, et je voudrais bien que vous alliez me suivre également, c'est de partager
toutes ces informations, ces quelques slides-là que je viens de vous montrer, là, les 5 slides, j'essaye de le multiplier par 10 et je le partage tous les 12e jours, 3e jour, parce que mon but, c'est de simplifier cette cloud, démystifier le cloud et rappeler tout le monde tous les jours, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Malheureusement et heureusement, les solutions et les quick wins sont vraiment faciles. Ce n'est pas si complexe comme on-premise, mais il faut agir dessus. Il faut les activer. Il faut appuyer ces boutons. Mais les premières solutions, c'est simple. Et, pardon. Oui, termine. non, je disais, pareil, par rapport au démo, par rapport aux sorties de notre solution, c'est quelque chose que je communiquerai bientôt là-dessus également, avec tout ça. Donc, Bon, je crois que si on veut interagir avec toi, on peut déjà venir te voir au Club and Cyber 15-16 ou 14-15. Là. 15 et 16, demain et après-demain, à Porte de Versailles. On est là. Je fais également une présentation demain sur la sécurité et monitoring de cloud à 15h, 15 à 15h, ça tombe bien. Et on a notre propre stand à D94, juste devant le salon, le salle de conférence de cloud et cyber. On sera là également. Oui. D'accord. Bon, voilà, je le précisais pour ceux qui, je ne sais pas si certains ont prévu d'y aller. Moi, j'y suis jeudi sans doute. Et j'aurai grand plaisir, évidemment, de venir saluer mes amis Yati, entre autres. Bah, tout le monde sont là, hein. La famille entière, c'est là. Oui, on parle de Device. Sauf toi, il faut que toi aussi tu viennes. Voilà, c'est ça. C'est moi qui ne suis pas. On va lancer sans doute, j'y pense là maintenant, on regardera des sujets, je m'adresse un peu à Guillaume et à Adi. On voudrait lancer un sujet en 2024 qu'il faut qu'on mature un peu. C'est la révolution de l'IA générative, l'impact dans la cyber, tant côté cybercriminalité qui va prendre évidemment encore un peu plus d'avance, et l'impact dans les outils. Quelles tâches dédiées à l'IA pour décharger l'humain et quelles tâches un peu plus, j'allais dire, intellectuelles, remettre à l'humain et améliorer et regarder dans les SOC, en l'occurrence, ce qu'on peut faire dessus. Je sais, Adi, que tu es un passionné et que tu regardes ça de près. Moi, j'interroge pas mal autour de moi aussi sur le sujet. Memority, pour ceux que vous connaissez, qui est un outil franco-français, un outil IAM, IAM, s'interroge aussi dessus. Donc, on regardera sans doute, parce que là, je pense que ça va en passionner plus d'un, de regarder au sens large du terme l'impact que l'IA pourra avoir du côté détection, du côté attaque, évidemment, sur les différents outils. Est-ce que vous avez encore des questions à poser à ce cher Adi? Laurence. Sachez que je reste disponible. N'hésitez pas pour me contacter par question, un conseil, un consulting. Avec plaisir. Ça me passionne de partager, de simplifier des choses. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans la technique. Technique, c'est moi. Pour vous, c'est la simplicité. Je vais toujours essayer de résumer, simplifier et répondre le problème. À chaque consultant ou consultante qui est en mission, hein, si vous avez, c'est un peu l'objet de ces cybermythes aussi, en attendant que la plateforme de Cyberty soit lancée, que des forums, que le forum pardon soit disponible. Mais le but étant que la communauté puisse interagir. Si dans le cadre de vos missions, vous avez des interrogations, des doutes ou des réflexions sur un projet à venir, n'hésitez pas évidemment à interagir. Vous pouvez relancer soit le service marketing chez nous, soit Agathe, soit moi ou d'autres. Hein, et on vous remettra en contact soit avec Guillaume, soit avec Adi, soit avec Gilles ou avec d'autres, évidemment, qui sont les experts et adhérents du club. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à vous saluer, vous remercier Guillaume pour sa participation et sa prise de parole. Adi pour ta participation et ta prise de parole. Rita ici à ma gauche qui peut lever la main comme ça on la verra. Qui s'est occupé de l'organisation de ce Cybermeet numéro 5, qui sera donc le dernier de l'année. Et on vous tiendra évidemment tous au courant de savoir si on fait un petit after work ou pas. Soit on le fait avant Noël, soit on le fera après pour la nouvelle année, pardon. On vous précisera évidemment tout ça par mail. J'ai plus qu'à vous saluer, vous remercier toutes et tous pour votre présence, vos interventions.
Et pour ceux que je ne reverrai pas, vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment avec plaisir. Merci à tous. Merci. Merci Bonne à après-midi. tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.